Chers amis, bonjour. Bienvenue dans ce live vidéo. Vous connaissez le principe. Nous sommes en direct sur Facebook, sans filet. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à nous suivre, des dizaines de milliers chaque semaine. Et ça montre bien que le chemin que nous avons entrepris, même si nous savons à quel point il est difficile, il est sinueux et long, est en train de porter ses fruits et grâce à vous. Alors, aujourd'hui, je voudrais partir de ce qui est a priori une polémique concernant l'éducation nationale, mais surtout en profiter pour appréhender le sujet avec un petit peu de hauteur et avec des propositions. Parce que une chose en politique est de faire et de donner des coups de gueule, une autre chose est d'être en mesure de se projeter dans l'avenir. Bonjour Loris, Martin, Yao, dont j'ignore le prénom, qui intervenait en direct sur ce live Facebook. Alors hier, vous avez eu un classement qui a été publié, qui place la France en dernière position des pays européens dans l'apprentissage des mathématiques. Dernière position. Je rappelle que notre pays est un pays d'ingénieurs brillants. Nous avons le record du monde de Medai Fields, qui est l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques. Mais pour nos enfants, c'est-à-dire pour la préparation de la génération suivante, nous sommes en dernière position des pays de l'Union européenne. S'agissant de sciences, donc sciences naturelles, sciences physiques, nous sommes en avant-dernière position, juste avant Chypre. Autant dire que ce n'est pas extrêmement glorieux. Alors, on ne peut pas parler des autres disciplines, puisque ce classement porte spécifiquement sur les sciences et les mathématiques, mais le constat est accablant, et c'est une humiliation pour la France. Et ce que je veux voir aujourd'hui avec vous, c'est que d'une part, cela tient à des aspects qui sont proprement nationaux, et nous avons aujourd'hui une éducation nationale qui ne fonctionne pas. Et je vais partager avec vous quelques pistes de réflexion. Et puis, de façon plus générale, c'est notre rapport au savoir et à la transmission de la connaissance que nous devons repenser dans ce monde qui est un monde en totale mutation. Et c'est vrai que nous sommes encore en train d'appliquer les recettes et les règles de l'enseignement issu de la seconde révolution industrielle, ce qui est complètement anachronique. Et puis ensuite, l'éducation nationale, d'ailleurs, c'est un rapport à la nation, c'est un rapport à la République, c'est un rapport à l'autorité, et tout ça a été complètement anéanti, et il nous appartient de le reconstruire de façon extrêmement urgente. Alors, l'éducation nationale française. Le mammouth, comme l'avait qualifié lui-même l'un des précédents ministres de l'éducation nationale. Les performances, là, c'est très simple. Elles sont objectivement médiocres. Vous avez, en gros, un nombre d'élèves équivalent. Vous avez un budget qui est de 30 à 40% supérieur à l'éducation nationale des nations comparables, telles que l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Et vous avez 30 à 40% d'effectifs en plus. Pour faire simple, c'est ça. Et à côté de ça, donc un effectif pléthorique, une organisation extrêmement bureaucratique. Et à côté de ça, des résultats qui ne sont pas à la hauteur, puisque ce classement le prouve. Nos élèves apprennent moins bien les fondamentaux que dans les autres pays européens. Bientôt, nous aurons le classement PISA qui est plus général, et ces chiffres et ces données seront confirmés. Et puis surtout, vous avez 18% de nos enfants qui, en CM2, ne savent pas lire, écrire et compter. Mais quel constat d'échec! Un cinquième d'une classe d'âge qui ne sait pas lire, écrire, compter. C'est un échec. Alors, quand en face de ça, vous avez un gouvernement qui n'a une logique que comptable, en disant que c'est en mettant plus de postes de professeurs qu'on réglera le problème, et c'est d'une mauvaise foi déconcertante. C'est d'une mauvaise foi déconcertante. L'éducation nationale n'est pas une affaire de chiffres. L'éducation nationale n'est pas une affaire de nombre de professeurs, c'est une affaire d'efficacité. Et je vais vous dire, même les profs eux-mêmes, dans l'éducation nationale actuelle, ils sont complètement paumés, ils sont eux-mêmes les victimes de ce système qui est extrêmement bureaucratique, qui n'ont pas de marge de manœuvre. Ils sont
moi, je connais par exemple une prof dans une école maternelle qui se défonce vraiment, qui expérimente des choses, notamment des techniques Montessori et autres, dans une école maternelle publique. Elle le fait. Et cette personne-là attend qu'une seule chose depuis maintenant plus de 15 ans, c'est de se faire inspecter. Cette personne-là rêve de se faire inspecter pour pouvoir gravir des échelons. Sauf que cette personne-là a un gros problème. Elle n'est pas syndiquée. Et n'étant pas syndiquée, eh bien, elle ne rentre pas dans les cases de la bureaucratie qui là aussi, s'est structurée telle une caste. Et quand vous n'en faites pas partie, quand vous n'êtes pas syndiqué de l'éducation nationale, eh ben, c'est extrêmement difficile d'avancer, et y compris quand vous vous battez. C'est ça le grand problème de notre éducation nationale aujourd'hui. Alors, si on devait revoir un certain nombre de priorités, des vendus à l'autre finance. Je ne vois pas trop le rapport, cher Henri, mais en réfléchissant bien, on en trouvera peut-être un. Bonjour, cher Nicolas, qui nous rejoignait. D'abord, repartons de ce constat-là. Cette étude-là dont je fais mention parle d'élèves de CE1. Bon. Il se trouve que le niveau des élèves au CE1 est prédictif à 80% de ce que sera le niveau en troisième. Donc c'est pas rien. C'est le niveau de CM1 qui sert de critère d'évaluation de la scolarité future. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut mettre le paquet. Alors, je ne suis pas le seul à le dire, mais en tous les cas, les autres ne le font pas. Il faut mettre le paquet sur l'enseignement du premier degré, maternelle et primaire. C'est essentiel. Essentiel. Alors, comme nous n'avons pas les poches qui sont pleines et comme nous n'avons pas des budgets illimités, si on doit faire des arbitrages, et notamment des arbitrages budgétaires, eh bien, il faut les faire en faveur du premier degré et non pas du second degré. Parce que je vais vous dire, si nous avons des élèves qui ont fait un premier degré de qualité, qui savent lire, écrire, compter, qui savent penser par eux-mêmes, et ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard, eh bien, ces enfants-là, une fois adolescents, au collège et au lycée, même si ils sont dans des classes de 35 personnes, voire 40 personnes, je force le trait volontairement, eh bien, ils s'en sortiront, parce qu'ils auront les fondamentaux. Or, aujourd'hui, ces fondamentaux, nous ne les avons pas. Donc, priorité, mais clairement et assumée au premier degré, et concession sur le second degré. Voilà, encore une fois, nous avons des finances publiques qui nous empêchent de faire ce que nous voudrions faire dans l'idéal. Ensuite, il y a quelque chose en France qui est absolument surréaliste, c'est que nous aimons niveler par le bas. Bon. Vous savez aujourd'hui, par exemple, que dans les écoles privées, le chef d'établissement, donc les écoles privées sous contrat, je précise, c'est-à-dire dont les enseignants sont payés par l'éducation nationale, eh bien, le chef d'établissement bénéficie d'une autonomie et a une autorité hiérarchique sur le corps enseignant. Et il peut choisir ses enseignants et s'en séparer. Bon. Alors, la bien-pensance morale vous dira que ce scénario est scandaleux et inéquitable pour le public et qu'il faut envisager de le supprimer. Ça, c'est le nivellement par le bas, tel que nous en avons le secret, malheureusement, souvent en France. Ce qu'il faut, c'est niveler par le haut. Et le modèle d'organisation du privé doit être le modèle d'organisation de référence. Et le chef d'établissement doit bénéficier d'une vraie autonomie, doit être le vrai responsable directeur des ressources humaines de son établissement. C'est quelque chose d'absolument essentiel, et notamment en termes organisationnels. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et sinon, vous aurez une disparité entre public et entre privé. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, comme le chef d'établissement n'a pas de moyens de coercition. Regardez l'absentéisme dans le public versus dans le privé. L'absentéisme dans le public est beaucoup plus important que dans le privé. Ce n'est pas normal. Donc, priorité. Alors, cher Kyodia, ce que vous dites, ils veulent créer des cerveaux vides. Alors, je vois ce que vous voulez dire. Et fondamentalement, vous n'avez pas tort. Parce que dans cette société dans laquelle, que nous évoquons souvent ensemble, qui nous amène de plus en plus à glorifier cette situation de consommateur, en fait, à faire de l'être humain un consommateur à défaut d'en faire une personne éclairée et un citoyen libre qui bénéficie d'un libre arbitre, eh bien, c'est vrai que ce grand système, ce grand capitalisme prédateur, cette grande finance qui
elle a intérêt à ce que vous ayez le moins votre libre arbitre et donc que vous pensiez le moins possible. Maintenant, de là à penser qu'il y ait une relation de cause à effet entre l'éducation nationale et les perversions de ce système capitaliste prédateur, bon, je pense qu'il faut éviter de faire une liaison trop vite. Ensuite, une fois que le chef d'établissement bénéficie d'une autonomie, eh bien, ça j'y reviendrai, cher Martin, c'est essentiel. J'y reviens un petit peu plus tard quand je parlerai du lien avec la République, la nation et les valeurs. Vous faites référence là dans votre commentaire au fait que l'éducation nationale réécrive l'histoire, et en particulier ces pédagogues dogmatiques qui sont là non pas pour vous inculquer des faits, mais pour vous inculquer leur vision des faits, ce qui est absolument exécrable. Une fois que vous avez donc l'autonomie des chefs d'établissement, eh bien, il faut que on ne peut plus dire que tous les élèves de CM1, le même mois, partout en France, étudient exactement la même chose. Ça n'a pas de sens. Et il faut qu'il y ait une réelle autonomie du personnel enseignant. Il faut que on puisse mener des expérimentations. Il faut que l'enseignant qui veuille tester du Montessori puisse tester du Montessori. Il faut que l'enseignant qui souhaite tester des nouvelles méthodes puisse le faire. Alors il faut mettre un cadre. Ce que je propose, c'est qu'il y ait 75% de l'emploi du temps, encore une fois dans le premier degré, qui soit un emploi du temps qui soit commun, sur un socle commun de connaissances, mais que vous ayez un quart du temps, ce qui est pas mal, hein, c'est plus d'une journée par semaine, qui soit à la libre appréciation du personnel enseignant qui, autour du chef d'établissement, établissent chaque année une ligne d'expérimentation. Voilà les projets que l'on a envie de mener, voilà quelle va être la signature de notre établissement, notre marque de fabrique, un petit peu notre ADN, et on les laisse bosser, et on les laisse faire des expérimentations, et ensuite on met tout ça en commun. Alors évidemment, dans ce système poussiéreux, tout ça ne peut pas fonctionner, parce que tout ça est extrêmement verrouillé. Mais je vais vous dire, on n'a pas le choix. Parce que ce qu'il faut repenser, au final, c'est notre rapport global à la connaissance. Et ça, c'est un chantier qui est absolument monumental. L'école n'a pas évolué depuis 150 ans. Tout le monde dans lequel on évolue, la voiture a évolué, le téléphone a évolué, la médecine a évolué, tout a évolué, tout. L'école n'a pas évolué depuis 150 ans. Et l'école, elle a été mise en place à l'époque, je le rappelle, où les enfants allaient encore à la mine. Donc évidemment, l'école, vu toute la contrainte qu'apportait la vie réelle, l'école apportait aux enfants un vrai avantage, était un vrai atout. Et les enfants considéraient l'école comme une chance, parce que nous étions en période de révolution industrielle. Sauf que, chers amis, dans l'époque actuelle, l'école n'est plus compétitive. Elle est devenue rébarbative. Et vous savez, le neurobiologiste Idriss Aberkan nous donne une métaphore que je trouve très intéressante. La connaissance aujourd'hui et l'école, c'est comme un grand buffet. Vous imaginez un grand buffet dans un hôtel 5 étoiles, un buffet avec tout ce que vous voulez, un buffet de rêve, avec du caviar, avec du foie gras, mais avec tout ce qu'il y a de plus noble et de plus... avec même des ateliers massages, etc. Bon, là, vous vous dites, c'est le rêve. Sauf que l'éducation nationale française est faite de telle sorte que vous amenez l'enfant devant ce buffet et vous lui dites, tu vois, ce buffet, il est bon, hein? Bon, eh bien, tu vas tout bouffer. Et tu as 2 heures pour tout bouffer. Alors là, évidemment, ça ne marche plus. Le paradis se transforme en enfer. Et c'est ça, aujourd'hui. Alors oui, vous avez parfaitement raison, cher Nicolas, c'est comme si un médecin donnait le même traitement à tout le monde. Ça ne marche pas. Alors, je vais vous donner un exemple. Parce que tout ça est extrêmement théorique. Je vais vous donner un exemple de la façon dont on peut appréhender, on peut réinventer le rapport à l'éducation. Prenons l'exemple des mathématiques, puisque nous sommes partis de ce sujet-là. Dernière position en Europe. Bon. Si nous faisions des mathématiques, non pas un dogme, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne des tables de multiplication, apprends la table de multiplication. Ça ne marche pas. Qu'on le veuille ou non, ça ne marche pas. Si on vous fait de la trigonométrie, voilà, cosinus, sinus, machin, et si vous n'êtes pas capable de mettre en application de ce que c'est un cosinus, ce que c'est un sinus,
Vous avez beau avoir toute la bonne volonté du monde, ça n'imprimera pas. Eh bien, il faut être en mesure de faire de la transdiscipline. Bon, bref, j'arrive pas à prononcer le mot. Bref, mettre plusieurs disciplines en parallèle. Par exemple, est-ce que vous savez que en moins 250 avant Jésus-Christ, en Égypte, à l'époque d'un pharaon qui s'appelait Ptolémée III, un scientifique qui s'appelle Ératosphène a réussi à calculer la circonférence de la Terre. Bon. Eh bien ça, la manière dont il l'a fait est extrêmement passionnant. Et c'est ça qu'il faut enseigner à nos enfants, plutôt que d'apprendre les trigonométries de façon impossible ou la géométrie de façon impossible. Parce que c'est un jeu, c'est un rappel à l'histoire, c'est une image. Ératosphène, qu'est-ce qui s'est passé? Il vivait dans une ville qui s'appelle Syène, dans le sud de l'Égypte, qui est à l'emplacement actuel de Assouan, et il a observé que, alors ça c'est une petite séquence historico-mathématique que je vais faire en 2 minutes, mais vous allez voir à quel point, enfin le nombre de notions qui passent derrière, vous allez voir. Donc ce monsieur vit dans l'emplacement actuel de la ville d'Assouan, et nous sommes au solstice d'été, et il observe une chose, c'est que les rayons du soleil arrivent pile au fond du puits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les rayons du soleil sont à la verticale, pile. C'est le jour de l'équinoxe, les rayons du soleil arrivent pile au fond du puits. Alors, il se dit que c'est intéressant, mais il a entendu dire que ce n'était pas le cas partout ailleurs. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il monte un petit peu plus au nord de l'Égypte, et il monte à Alexandrie, et là il se rend compte d'une chose, c'est que le phare d'Alexandrie projette une ombre. Il dit, tiens, c'est intéressant. Il calcule l'angle de cette ombre, qui est de l'ordre de 7%. Et là, il se dit qu'à partir de ça, il allait pouvoir calculer la circonférence de la Terre, ce qui est passionnant. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il mesure la distance qui lie Assouan et Alexandrie. Alors à l'époque, c'est pas en mètres, c'est pas en kilomètres, ça se calcule en stades. Alors il le fait en chameau. Il part du principe qu'un chameau, ça parcourt 100 stades par jour, tout simplement. Et il faut 50 jours au chameau pour aller de Assouan à Alexandrie. Et donc il en conclut que la distance entre Assouan et Alexandrie est de 5000 chameaux, et de 5000 stades, pardon. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? 5000 stades, 7 degrés, angle alterne externe, eh bien, il est capable d'extrapoler, il fait une règle de 3, et il en conclut que la circonférence du globe, elle est de 250 000 stades. 250 000 stades, c'est-à-dire environ 40 000 kilomètres. Il a donné la bonne réponse à 1% près. Pourquoi je vous dis tout ça? Là, vous dites, Rafik, qui part dans une envolée mathématique. Parce qu'à travers cet exemple-là, nous faisons de l'Antiquité, nous faisons de la géographie, nous faisons de l'histoire, nous faisons de la trigonométrie, nous faisons de la géographie, nous pratiquons la règle de 3. Et il y a sans doute d'autres notions qui viennent de m'échapper. Regardez, à travers un petit exemple sur lequel on pourrait faire travailler les enfants en atelier, en petits groupes, pendant toute une journée, en leur demandant de se mettre à la place de Ératosphène, eh bien, là, ils se projettent. C'est en image, c'est imagé, et puis c'est un jeu. Et puis, c'est pas que de la trigonométrie, c'est pas du dogme, on mélange tout, on mélange de l'histoire, de la trigonométrie, etc. Ça, c'est passionnant. C'est une nouvelle façon, oui, multidisciplinaire, Nicolas, tu as raison, c'est une nouvelle façon d'appréhender l'éducation. Et c'est passionnant, et ça marche. Et c'est une leçon d'humilité aussi pour tous ces enfants, pour lesquels on pourrait démontrer que quelque chose d'aussi complexe et d'aussi grand que la circonférence de la Terre, eh bien, on n'a pas besoin de calculatrices ou de supercalculateurs, d'ordinateurs pour y arriver. Que quelqu'un, il y a plus de 2200 ans, avec aucun moyen et uniquement avec du bon sens, a pu apprendre par lui-même à arriver à un résultat aussi complexe tel que celui-ci. Parce que l'enjeu, il est là. L'école, elle n'est pas de faire apprendre. Dans un monde où tout va de plus en plus vite, où les métiers que nos enfants pratiqueront demain n'existent pas encore aujourd'hui, le but de l'école, c'est de faire apprendre à apprendre. C'est beaucoup plus important que l'apprentissage dogmatique de la table de multiplication et autres. Et cet exemple-là de l'Antiquité et de ce savant égyptien s'inscrit parfaitement dans cette démarche d'apprendre à apprendre et permettre aux enfants de s'identifier à ce personnage-là et de reproduire son cheminement
eh bien c'est la meilleure façon pour eux d'apprendre toutes les notions dont je viens de vous parler, trigonométrie, angle, alterne, externe, règle de 3, etc., etc. Tout ça dans un contexte historique, tout ça dans un contexte d'antiquité. Voilà. C'est ça qui est passionnant. Et des exemples, les amis, tels que ceux-ci, il y en a plein. Alors vous aurez observé une chose, c'est que pour autant, je ne... réinventer l'école, réinventer la transmission du savoir, il ne faut pas sombrer dans les effets de mode. Et pour moi, il y a quelque chose que je trouve dangereux aujourd'hui et que je trouve être une fausse bonne idée, c'est le tout numérique à l'école. Parce que c'est toujours... il y a toujours ces fausses bonnes idées qui arrivent. On dit, voilà, aujourd'hui, on est dans un monde numérique, l'Internet est partout, etc. Nos élèves doivent apprendre à coder, par exemple. Mais non, pardon, mais nos élèves ne doivent pas apprendre à coder. C'est une hérésie. C'est une hérésie. Le code, je sais ce que c'est, j'en ai fait dans le passé. Le code, c'est avant tout des mathématiques. C'est avant tout une logique. Et dire on n'a pas besoin de mathématiques, on va plutôt apprendre à coder, c'est une hérésie. Apprenons à nos enfants les mathématiques, mais les vraies mathématiques. Ceux dont les philosophes disaient qu'elles apprennent à penser. Et vous verrez qu'ils auront une faculté à apprendre du code tout seuls. Et ils n'auront même pas à le faire, puisque dans 15 ans, les codes seront produits par des intelligences artificielles. Donc, le dogme du numérique, le dogme du tous les enfants doivent être sur des tablettes. Non, non. Le but de l'école, c'est d'apprendre à lire, écrire et compter. D'abord, pardon de revenir à une évidence. Sauf que ce qui ne marche pas, c'est la méthode que l'on utilise aujourd'hui pour le faire. Ça ne marche pas. Eh bien, à travers l'exemple que je vous ai donné et une multitude d'autres exemples, je vous montre qu'il est possible de réinventer le rapport à la connaissance, d'en faire un jeu, d'y mettre des images et de faire apprendre à nos enfants un très grand nombre de notions de manière simultanée. C'est comme le latin, figurez-vous. Tiens, tenez, le latin. C'est toi, Loris, qui me fait penser à ça, parce que c'est un sujet dont nous parlons en ce moment. Le latin, on peut se dire le latin, ça ne sert à rien. Sauf que apprendre le latin, c'est pas apprendre une langue. Évidemment qu'on ne parle pas latin dans la vie, évidemment. Mais apprendre le latin, c'est apprendre un mode de pensée, c'est apprendre une logique, c'est apprendre la construction des mots. Et ça, c'est passionnant. Et c'est en rien élitiste. Quand on sait, encore une fois, j'insiste, que l'éducation nationale doit permettre d'apprendre à apprendre, eh bien, le latin et les mathématiques sont autrement plus utiles et indispensables et essentiels que le numérique et que le codage. Ça me paraît absolument essentiel. Alors ensuite, l'école, chers amis, elle a un autre rôle. C'est que l'école, c'est... oui, en effet, Nicolas, le latin, c'est l'histoire des mots, comme vous le dites si bien dans le live. Ou alors, Loris, le latin, c'est relier les idées par les mots. Ben oui, nous y sommes. Et quand nous voulons aider nos enfants à penser par eux-mêmes, eh bien, ça peut passer par des disciplines telles que le latin. Alors, l'école, elle a un autre rôle. Et je voudrais rebondir à une observation de Martin tout à l'heure. L'école, c'est le lien essentiel entre l'enfant et la nation, et la République, et la notion de... et un certain nombre de valeurs. Et ce lien est absolument essentiel, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, le professeur et l'éducation nationale est considéré dans cette société de consommation et de consommation outrancière, dans cette grande kermesse consumériste, comme je le dis parfois, qui est notre société, eh bien le prof est considéré par les parents, d'abord, comme un prestataire de service. Celui qui, il y a 20 ans et plus, était respecté parce qu'il bénéficiait d'un statut qui était lié au fait qu'il incarnait la nation et la République aux yeux de l'enfant et de la famille, celui-ci aujourd'hui est appréhendé comme un simple prestataire de service. Mais cela n'est pas acceptable. L'école doit être revalorisée en tant qu'institution qui représente la République et qui transmet les savoirs et les valeurs républicains. Alors ça veut dire effectivement qu'il faut retransmettre à travers les programmes scolaires. Et là, je vais à l'opposé de la doctrine qui est celle notamment de la ministre de l'Éducation nationale actuelle. L'école
doit permettre de réapprendre l'amour de la France et de transmettre l'amour de la France. Or, aujourd'hui, les nouveaux programmes scolaires sont à l'antithèse de cela. On supprime les grands hommes, ceux qui ont fait la France. On les transforme même pour certains d'entre eux en barbares. Napoléon Bonaparte est un barbare qui a fait couler le sang, c'est comme ça qu'il est présenté. Et on fait entrer dans nos programmes scolaires la repentance. On va s'excuser de la colonisation. Mais on ne va pas parler de ce qu'a fait Louis-Philippe et Napoléon III en bien. On ne va pas dire que Napoléon III a accompagné la troisième révolution industrielle, non. On va parler de ce qui s'est passé pendant cette période-là, dans le côté le plus sombre. Les programmes scolaires tels qu'ils sont aujourd'hui sont dans la déconstruction de ce qu'est la France et de ce qu'est notre République. C'est suicidaire. C'est suicidaire. L'école ne permet plus de transmettre cette idée que nous nous faisons de la grandeur de la France. Eh bien, ça encore une fois, nous en parlions au début, c'est la faute à ces fameux pédagogues dogmatiques au nom d'une idéologie bien pensante qui, à Paris, décide. Vous vous en souvenez peut-être de la citation de Napoléon III que je vous ai citée il y a quelques jours, de ces gens qui n'en ont rien à foutre du misérable qui se trouve dans leur immeuble, mais qui se désolent de la misère du monde qui se trouve aux antipodes. Eh bien, c'est ceux-là aujourd'hui qui construisent nos programmes scolaires. Et quand on parle de coup de pied dans le mammouth, eh bien, ça passe d'abord par le coup de pied dans ces pédagogues. Pas dans ce coup de pied aux profs. Les profs, encore une fois, pour l'immense majorité d'entre eux, font un travail remarquable. Mais les programmes scolaires tels qu'ils sont aujourd'hui sont dans la déconstruction, alors qu'ils devraient transmettre quelque chose. Voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, si vous êtes arrivés en cours de route, j'ai commencé par évoquer quelques pistes que nous devrions mettre en œuvre pour réformer aujourd'hui notre système éducatif, qui ne fonctionne pas, qui ne performe pas, dans lequel il y a trop de monde, dans lequel les chefs d'établissement n'ont pas de marge de manœuvre. Ensuite, j'ai évoqué avec vous la façon dont on pouvait réappréhender la logique de savoir et de transmission de la connaissance à travers cet exemple de ce savant égyptien qui a calculé sans rien, sans outil, la circonférence de la Terre uniquement avec comme outil son chameau qui l'a fait parcourir 100 jours, 100 stades. Voilà. Et puis le lien, si nécessaire, entre la nation et les élèves qui doit être incarné par cette école, ce qui implique d'ailleurs qu'il faudra peut-être, en tous les cas c'est l'avis que je porte, revenir à l'idée d'instaurer des codes vestimentaires dans les écoles, parce que ça procède du rituel, ça procède du respect, ça élimine le marketing et la consommation des cours de récréation, et ça ne serait pas un mal, et ça permet de revenir à un petit peu plus de solennité. Alors, évidemment, chers amis qui suivez ce live en direct, qui le regarderaient en différé, je ne suis pas là dans la petite polémique, j'ai essayé d'appréhender des sujets de fond. Malheureusement, tous ces sujets-là ne seront sans doute pas sur la table de la prochaine élection présidentielle. Tous aborderont le sujet s'ils l'abordent uniquement d'un point de vue comptable. Moi, j'essaie d'appréhender le sujet avec un petit peu plus de hauteur, avec un petit peu plus de transversalité. Et encore une fois, comptez sur moi, sur ce sujet-là, comme pour les autres, pour porter notre message que je qualifie de progressiste et conservateur à la fois. Parce que la ligne qui est la nôtre, chers amis, c'est le progressisme conservateur. On veut avancer, on veut transformer les choses, on veut les adapter au monde actuel, mais tout ça sur un socle de valeurs, sur une histoire, sur une culture, sur des racines que nous ne voulons certainement pas nier et remettre en cause. Le progressisme conservateur, chers amis, c'est une notion que je vois nulle part ailleurs, mais qui pourtant, selon moi, est la seule qui aujourd'hui soit en adéquation avec ce qu'attendent les Français et avec surtout dont a besoin notre pays. Merci à vous tous. Merci à vous tous qui êtes intervenus sur le live. Une première façon d'agir, c'est de partager ce live, c'est de le diffuser. Vous avez maintenant sur le site objectif-france.org
toutes les dernières vidéos que vous pouvez rechercher par thème et par mots-clés. Donc n'hésitez pas à les diffuser, à les partager et à nous aider à faire rentrer notre message en résonance avec le peuple français. Ça commence, ça marche bien, vous êtes des dizaines de milliers chaque semaine. Et grâce à vous, nous serons peut-être des millions. À bientôt.